L'islam revient au réveil silencieux d'une mémoire civilisationnelle. Laissez-moi vous replonger dans une soirée tranquille de fin octobre 2023, dans la banlieue populaire de Saint-Denis, au nord de Paris. L'air était vif, le genre de fraîcheur automnale qui donne l'impression que les vieux pavés de la basilique de Saint-Denis sont encore plus anciens qu'ils ne le sont déjà. À l'intérieur, un petit groupe de convertis français, certains âgés d'une vingtaine d'années, d'autres d'une soixantaine, se sont rassemblés pour la prière du Maghrib. Qu'est-ce qui a rendu cela banal? Les grands médias, s'ils l'ont remarqué, l'ont rejeté comme une anecdote supplémentaire dans le débat de longue date en France sur l'immigration et la laïcité. Quelques médias de droite ont mis en garde contre l'islamisation, tandis que la gauche a ignoré le phénomène marginal, l'errance spirituelle d'une poignée d'âmes désillusionnées. Mais voilà, j'ai passé les 20 dernières années à suivre les modèles de conversion religieuse en Europe, et ce qui se passe actuellement en France n'est pas qu'une simple note culturelle. Ce sont les premiers tremblements de quelque chose de bien plus profond, un lent changement, presque géologique, dans le fondement spirituel et politique d'une nation qui se considérait autrefois comme le cœur battant de la chrétienté. Je ne parle pas de conversion massive dans les rues. Ce n'est pas une révolution. C'est quelque chose de plus subtil, de plus organique et de bien plus dangereux pour l'ordre établi, car cela se produit à l'intérieur du système et non contre lui. Et l'État français, malgré tous ses services de renseignement vantés et son dogme laïque, commence tout juste à réaliser qu'il perd le contrôle du récit. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez si vous interrogez le gouvernement français, les médias ou la plupart des analystes occidentaux, l'histoire raconte que la France est une république laïque, farouchement protectrice de sa laïcité, sa stricte séparation de l'Église et de l'État. L'islam, selon ce récit, est une religion importée, apportée par des vagues d'immigrants nord-africains au XXe siècle. Les conversions à l'islam sont rares, confinées aux communautés marginalisées, aux populations carcérales ou à quelques intellectuels mécontents. Les chiffres le confirment, du moins c'est ce qu'ils prétendent. Un rapport de 2021 de l'Institut Montaigne, un groupe de réflexion respecté basé à Paris, estime que seulement 100 000 citoyens français environ se sont convertis à l'islam, soit environ 0,15% de la population. L'Observatoire de la laïcité, organisme gouvernemental, insiste sur le fait que les conversions sont stables, voire en baisse, et que le véritable problème est la radicalisation des immigrés de deuxième génération, et non celle des Français de souche. Les médias renforcent cela. Lorsqu'une conversion très médiatisée fait l'actualité comme celle de l'ancien militant d'extrême droite Hervé Ryssen, devenu musulman en 2020, elle est présentée comme une aberration, une crise personnelle ou un signe d'instabilité mentale. Le sous-texte est « ce n'est pas normal. Ce n'est pas la France. » Mais il y a un problème avec ce récit. Ce n'est pas seulement incomplet, c'est activement trompeur. Déconstruire ce qui se passe réellement. Commençons par les chiffres. Le rapport de l'Institut Montaigne est souvent cité comme un évangile, mais il est basé sur des données auto-rapportées par des associations de mosquées, qui ont tout intérêt à minimiser les conversions. Pourquoi ? Car en France, l'islam est encore traité avec méfiance. Un converti est plus susceptible de garder sa foi privée, surtout s'il est blanc, issu de la classe moyenne ou en position d'autorité. J'ai parlé à des imams à Marseille, Lyon et Paris qui m'ont dit que leur mosquée accueillait un afflux constant de convertis médecins, enseignants, voire policiers qui fréquentaient tranquillement, souvent en civil, et ne s'enregistraient jamais auprès de l'État. Ensuite, il y a le système pénitentiaire. Les prisons françaises sont un incubateur de conversion bien documenté, mais la ligne officielle est qu'il s'agit principalement de radicalisation. La réalité est plus nuancée. Une étude réalisée en 2019 par le Centre de recherche sur les radicalisations a révélé que même si un petit pourcentage de convertis en prison se radicalisent, la grande majorité adhère à l'islam pour des raisons spirituelles ou sociales, communauté, discipline, sens du but. Et voici qu'un nombre important de ces convertis ne sont pas issus de l'immigration. Ce sont des Français de souche, souvent issus de zones rurales ou désindustrialisées où l'Église catholique s'est effondrée et où l'islam offre le seul sentiment de structure restant. Mais les données les plus révélatrices proviennent des convertis eux-mêmes. J'en ai interviewé des dizaines au fil des ans, et leurs histoires suivent un modèle. Ils ne sont pas tous pauvres, ni marginalisés, ni tous cherchant à échapper à la décadence occidentale. Beaucoup sont instruits, certains sont d'anciens athées, d'autres sont des catholiques déchus qui ont trouvé creux le libéralisme moderne de l'Église.
Ce qu'ils partagent, c'est le sentiment que la France leur France les a abandonnés. La laïcité agressive de l'État, sa stagnation économique, son épuisement culturel. L'islam, pour eux, n'est pas seulement une religion. C'est le rejet d'un système qui n'a plus de sens. Et c'est là que cela devient géopolitiquement intéressant. L'État français le sait. Ils le savent depuis des années. Mais ils ne peuvent pas l'admettre, car cela les obligerait à affronter un malaise. L'idéologie même qu'ils ont utilisée pour supprimer l'islam, la laïcité, pousse désormais les Français de souche vers cette religion. Le tremblement de terre géopolitique sous la surface maintenant, sortons. Pourquoi tout cela a-t-il une importance au-delà des frontières françaises? Car ce qui se passe en France n'est pas qu'une question de religion. C'est une question de pouvoir. Et au XXIe siècle, le pouvoir est de plus en plus défini par la cohésion culturelle. La France est une puissance en déclin. Son économie stagne, son armée est débordée et sa classe politique est discréditée. Mais il dépasse toujours son poids dans une puissance douce cruciale. La langue française, la culture française, l'idée de la France comme gardienne de la civilisation européenne, tels sont les derniers vestiges de sa gloire impériale. Et l'islam, dans l'imaginaire français, est l'antithèse de cela. C'est pourquoi l'État français a consacré les 2 dernières décennies à mener une guerre de faible intensité contre le séparatisme islamiste. Les lois interdisant le hijab dans les écoles, les restrictions sur la nourriture halal, la dissolution des ONG musulmanes, tout cela est présenté comme une défense de la laïcité. Mais le sous-texte est que l'islam n'a pas sa place en France. Le problème? Ce n'est pas ainsi que le reste du monde voit les choses. La Russie, pour sa part, suit cette évolution avec beaucoup d'intérêt. Moscou a passé la dernière décennie à se positionner comme le défenseur des valeurs traditionnelles contre la décadence occidentale. Et quel meilleur endroit pour exploiter ce récit qu'en France, un pays où l'extrême droite et l'extrême gauche s'accordent de plus en plus sur le fait que l'establishment les a déçus? J'ai vu des médias financés par la Russie amplifier les histoires de Français convertis, non pas parce qu'ils se soucient de l'islam, mais parce qu'ils veulent accélérer la fragmentation culturelle de la France. Une France divisée, repliée sur elle-même, qui remet en question sa propre identité, est une France plus faible sur la scène mondiale. La Chine en a également pris note. Pékin ne se soucie pas de la laïcité française, mais il se soucie de l'unité européenne. Une France préoccupée par les guerres culturelles internes est une France moins susceptible de contester l'influence économique de la Chine en Afrique, moins susceptible de s'opposer à l'élection de Huawei à la 5G, et moins susceptible de se tenir aux côtés des États-Unis dans une future crise à Taïwan. Et puis il y a les États-Unis. La position officielle de Washington est que la laïcité de la France est une question intérieure. Mais derrière le voici la réalité. Aucune de ces puissances ne veut que la France s'effondre. Mais aucun d'eux non plus ne fait quoi que ce soit pour l'arrêter. Car dans le grand jeu géopolitique du XXIe siècle, une France plus faible est une France plus facile à manipuler. Le militaire et le stratégique, une maison divisée, parlons un instant de l'armée, car c'est là que les choses deviennent dangereuses. La France possède l'une des armées les plus performantes d'Europe. Ses forces spéciales sont d'élite, sa marine est une puissance de haut niveau et son arsenal nucléaire est le 2e derrière les États-Unis et la Russie en Occident. Mais une armée n'est aussi forte que la société qui la soutient. Et à l'heure actuelle, la société française se divise selon des critères culturels et religieux. L'armée française a déjà dû faire face aux conséquences. En 2021, un groupe de généraux à la retraite a publié une lettre ouverte mettant en garde contre une guerre civile à venir si l'extrémisme islamiste n'était pas contenu. La lettre a été jugée alarmiste, mais elle a révélé un profond malaise dans les rangs. J'ai parlé à des officiers d'active qui me disent que le moral est au plus bas, que le recrutement devient de plus en plus difficile, que certaines unités ont du mal à maintenir la discipline en raison des tensions entre soldats musulmans et non musulmans. Imaginez maintenant un scénario dans lequel la France serait confrontée à une crise majeure, une attaque terroriste, un effondrement financier, un assassinat politique. À ce moment-là, les militaires français tiendront-ils ensemble ? Ou va-t-elle se fracturer selon les mêmes lignes que le reste de la société ? Ce n'est pas seulement un problème français. C'est un problème de l'OTAN. La France est l'épine dorsale de la défense européenne. Si la France trébuche, l'Europe trébuche. Et si l'Europe trébuche,
les États-Unis en supporteront seuls le fardeau. Les faucons de Washington vous diront que tout cela est gérable, que la France doit simplement devenir plus dure à l'égard de l'islamisme. Mais il manque le pot, on ne peut pas sortir d'une crise culturelle par des bombardements. Les États-Unis l'ont appris en Irak et en Afghanistan. La France l'apprend maintenant, au ralenti. La politique intérieure, à qui profite-t-on ? Tournons-nous vers la politique française, car c'est là que se joue la véritable manipulation. En apparence, la question de l'islam en France est un parfait sujet de discorde. Le Rassemblement national d'extrême droite en profite pour rallier sa base, mettant en garde contre un grand remplacement et une islamisation. Les républicains, de centre droit, tentent de les déborder en faisant pression pour des lois laïques plus strictes. La gauche est divisée, certains, comme la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, défendent les musulmans comme victimes de l'oppression étatique, tandis que d'autres, comme le Parti socialiste, tentent d'ignorer complètement la question. Mais voici qu'aucun de ces partis ne veut réellement résoudre le problème. Parce que le problème est le problème. C'est le cadeau qui continue d'être offert. Pour l'extrême droite, l'islam est un sujet de campagne perpétuelle. Chaque attaque terroriste, chaque histoire de conversion, chaque controverse sur le burkini est une autre occasion d'attiser la peur et de gagner des votes. Pour le centre droit, c'est une manière de se détacher des électeurs du RN en se montrant, dur envers l'islam, sans le bagage d'un racisme pur et simple. Et pour la gauche ? Eh bien, la gauche est coincée. Ils ne peuvent pas défendre l'islam sans s'aliéner leur base laïque, mais ils ne peuvent pas l'attaquer sans perdre les électeurs musulmans. Le résultat est une classe politique accro à la guerre culturelle. Et plus ils se battent, plus ils radicalisent les deux camps. Plus ils radicalisent les deux côtés, plus nous constatons de conversions. Car pour certains Français, l'islam n'est pas qu'une religion, c'est le rejet d'un système politique qui les a déçus. Scénario, où cela va-t-il ? Alors, où cela s'arrête-t-il ? Passons en revue les scénarios. Scénario 1, l'atterrissage en douceur. Dans ce meilleur des cas, la France parvient à se stabiliser. L'économie se redresse, la classe politique trouve un moyen de combler le fossé culturel et l'islam devient un élément parmi d'autres du paysage religieux français, au même titre que le judaïsme ou le protestantisme. Les conversions ralentissent, la radicalisation diminue et le pays s'en sort sans problème. Le problème ? Cela nécessiterait un niveau de courage politique et de flexibilité culturelle dont la France n'a pas fait preuve depuis des décennies. C'est possible, mais peu probable. Scénario 2, la combustion lente, c'est le résultat le plus probable. La France continue de se fracturer selon des clivages culturels et religieux. L'État renforce sa laïcité en adoptant des lois plus restrictives, s'aliénant davantage de musulmans, qu'ils soient immigrants ou convertis. L'extrême droite se renforce, la gauche s'affaiblit et le centre s'effondre. Les conversions se poursuivent à un rythme régulier, pas suffisamment pour changer le pays du jour au lendemain, mais suffisamment pour maintenir la guerre culturelle en vie. La France devient un pays plus divisé, plus paranoïaque et plus replié sur lui-même. Son influence mondiale diminue, son armée devient moins fiable et sa voix en Europe se fait plus discrète. C'est le scénario dans lequel la France devient un problème pour l'OTAN, et non un partenaire. Scénario 3, la panne, c'est le scénario du cauchemar. Une crise majeure, une attaque terroriste, un effondrement économique, un assassinat politique déclenche une vague de troubles. L'extrême droite prend le pouvoir en imposant des mesures draconiennes aux musulmans. Certains musulmans français, immigrés et convertis, se radicalisent en réponse. L'armée se divise selon des critères religieux. La France sombre dans un conflit civil de faible intensité, non pas une guerre à part entière, mais un effondrement lent de la confiance sociale. Dans ce scénario, la France cesse d'être une grande puissance fonctionnelle. Cela devient un récit édifiant, un avertissement sur ce qui arrive lorsqu'une nation perd sa cohésion culturelle. Ce n'est pas inévitable. Mais c'est possible. Et plus l'État français ignore les causes profondes de cette conversion, plus celle-ci devient probable. Grande stratégie, l'échec de l'hégémonie libérale. Parlons maintenant de la situation dans son ensemble. Parce que ce qui se passe en France n'est pas qu'un problème français. C'est le symptôme d'un échec bien plus important de l'hégémonie libérale.
Au cours des 30 dernières années, les États-Unis et leurs alliés européens ont fonctionné en partant du principe que la démocratie libérale, le libre marché et l'humanisme laïque triompheraient inévitablement. Cette histoire avait un point final, et ce point final, c'était nous. Mais l'histoire ne fonctionne pas ainsi. Les cultures ne disparaissent pas. Ils s'adaptent. Ils évoluent. Et parfois, ils se révoltent. La France en est un parfait exemple. L'État français a passé des décennies à tenter d'effacer la religion de la vie publique, pour créer une société où la seule identité qui compte est celle de la France. Mais ce faisant, cela a créé un vide spirituel. Et la nature a horreur du vide. L'islam comble ce vide. Non pas parce que c'est intrinsèquement meilleur, mais parce que c'est là. Il offre une communauté, un but, une tradition des choses que l'État français moderne n'offre plus. C'est la grande ironie de l'hégémonie libérale. Plus l'Occident tente d'imposer sa vision du monde laïque et individualiste au reste du monde, plus il crée les conditions de sa propre réaction culturelle. Nous l'avons vu en Irak, où l'invasion américaine a créé un vide de pouvoir que les groupes islamistes ont comblé. Nous l'avons vu en Afghanistan, où les talibans ont survécu à la plus grande armée du monde. Et nous le voyons maintenant en France, où le dogme laïque de l'État pousse ses citoyens vers l'islam. La leçon ? Vous ne pouvez pas bombarder une culture pour la soumettre. Vous ne pouvez pas légiférer pour éliminer la faim spirituelle. Et vous ne pouvez pas maintenir une domination mondiale lorsque votre propre peuple ne croit plus au système. Alternative est ce que la France devrait faire à la place alors quelle est la solution ? Laissez-moi tranquille, je ne préconise pas que la France abandonne la laïcité. La laïcité est la pierre angulaire de la démocratie moderne. Mais la laïcité ne signifie pas nécessairement l'hostilité à la religion. Cela ne signifie pas nécessairement effacer toute trace de foi de la vie publique. Cela peut signifier la neutralité, un État qui ne favorise pas une religion par rapport à une autre, mais qui ne considère pas non plus la religion comme une ennemie. Voici ce que la France devrait faire. 1. Arrêter la guerre culturelle. L'État français doit reconnaître que son approche actuelle, plus de lois, plus de restrictions, plus de surveillance, ne fonctionne pas. Cela radicalise les musulmans et pousse les Français d'origine vers l'islam. Au lieu d'essayer de supprimer l'expression religieuse, l'État devrait se concentrer sur l'intégration, opportunités économiques, éducation, développement communautaire. 2. Réformer la laïcité. La laïcité française est devenue un outil de répression culturelle. Il doit être réformé pour permettre une expression religieuse saine, non seulement dans la vie privée mais aussi dans la vie publique. Cela ne signifie pas abandonner la laïcité, mais plutôt l'adapter au XXIe siècle. 3. Engagez-vous auprès des convertis, pas seulement des immigrants. L'État français dépense des millions pour traquer les immigrés radicalisés, mais il ignore les convertis autochtones jusqu'à ce qu'ils deviennent un problème. C'est une erreur. Les convertis sont un pont entre l'islam et la société française. L'État devrait s'engager à leur côté et non les traiter comme des traîtres. 4. Aborder les causes profondes de la conversion. Les gens ne se convertissent pas à l'islam parce qu'ils subissent un lavage de cerveau. Ils se convertissent parce qu'ils cherchent du sens. La France doit se demander pourquoi tant de ses citoyens se tournent-ils vers une religion étrangère ? La réponse n'est pas l'islam. La réponse est la France elle-même, sa stagnation économique, son épuisement culturel, sa désillusion politique. 5. Arrêter de laisser les puissances étrangères exploiter la fracture. La Russie et la Chine utilisent la crise culturelle de la France pour l'affaiblir. L'État français doit en prendre conscience et cesser de faire leur jeu. Cela signifie atténuer la rhétorique, mettre un terme à la guerre culturelle et se concentrer sur de vraies solutions. Ce ne sera pas facile. Cela nécessitera du courage politique, de l'humilité culturelle et la volonté d'admettre que l'approche actuelle a échoué. Mais c'est la seule voie à suivre. Réfléchissant le retour du refoulé, laissez-moi vous laisser avec cette pensée. La France a une histoire longue et compliquée avec l'islam. Elle fut la première puissance européenne à établir des relations diplomatiques avec l'Empire ottoman au XVIe siècle. Napoléon a envahi l'Égypte en 1798, non seulement pour des raisons stratégiques, mais aussi parce qu'il se considérait comme un Alexandre des temps modernes, reliant l'Est et l'Ouest.
L'empire colonial français en Afrique du Nord a été construit sur une république laïque dirigeant une population musulmane, utilisant l'islam à la fois comme outil de contrôle et comme justification de la conquête. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, l'islam est de retour. Ce n'est pas une invasion. Ce n'est pas un complot. C'est le retour du refoulé. La France a tenté d'effacer son identité religieuse, de construire une société où la foi était une affaire privée, où la seule loyauté qui comptait était envers l'État. Mais on ne peut pas effacer 1000 ans d'histoire. Vous ne pouvez pas supprimer le besoin humain de censor. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que ce retour de l'islam en France n'est pas seulement un phénomène culturel ou religieux, c'est un séisme géopolitique. Et comme tous les tremblements de terre, ces secousses sont ressenties bien au-delà de l'épicentre. L'establishment français, tellement obsédé par les politiques identitaires intérieures, n'a pas compris à quel point ce changement remodèle la place de l'Europe dans le monde. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Il y a d'abord la question du soft power. La France s'est longtemps targuée d'être le leader intellectuel et diplomatique de l'Europe, le pays qui pouvait faire l'équilibre entre Washington et Moscou, qui pouvait parler au Sud avec une voix d'autorité morale. Mais cette autorité s'effondre. Lorsque les musulmans français, qu'ils soient convertis ou immigrés, examinent la politique de leur gouvernement au Sahel, en Palestine, au Liban, ils ne voient pas de champion de la liberté. Ils voient une puissance néocoloniale qui soutient les dictateurs, arme Israël et traite leur foi comme une menace pour la sécurité. Et lorsqu'ils entendent le président Macron qualifier l'islam de « crise », tout en vendant des rafales à l'Égyptien Sisi ou en soutenant la guerre de l'Arabie Saoudite au Yémen, ils ne se contentent pas de se mettre en colère, ils commencent à chercher des alternatives. C'est là que se produit le véritable changement géopolitique. Parce que l'islam n'est pas qu'une religion en France. C'est un réseau transnational. Un converti à Lyon peut avoir de la famille en Algérie, des relations d'affaires au Maroc, un mentor spirituel en Turquie. Et lorsque la politique étrangère de la France s'aliène ces pays, elle ne perd pas seulement son influence à l'étranger, elle perd également la loyauté de ses propres citoyens. Prenez par exemple le boycott des produits français dans le monde musulman en 2020, après les propos de Macron sur le « séparatisme islamiste ». Ce n'était pas seulement une crise de relations publiques. C'était un avertissement. Plus la France traite l'islam comme un ennemi intérieur, plus elle affaiblit sa propre position extérieure. Parlons maintenant des implications militaires. La France se considère toujours comme une puissance mondiale, avec des bases à Djibouti, à Abu Dhabi et au Sahel. Mais ces bases deviennent des responsabilités. Au Mali, les troupes françaises ont été expulsées après avoir été accusées de soutenir un coup d'État, accusations qui ont gagné du terrain en raison de l'histoire coloniale de la France et de son hostilité perçue envers l'islam. Au Niger, la junte qui a renversé un gouvernement pro-français en 2023 n'a pas seulement expulsé les forces françaises, elle a également accueilli des mercenaires russes du groupe Wagner. Et pourquoi ? Parce que Moscou ne leur fait pas la leçon sur la laïcité. Moscou ne bombarde pas ses mosquées au nom de la lutte contre le terrorisme. Moscou propose simplement des armes, sans poser de questions. Voilà pourquoi la posture militaire française en Afrique s'effondre, parce qu'elle mène une guerre qu'elle ne comprend pas. Le Sahel n'est pas seulement un champ de bataille contre les djihadistes. C'est un champ de bataille pour la légitimité. Et en ce moment, la France est en train de perdre. Ses soldats sont perçus comme des occupants, ses diplomates comme des hypocrites. Pendant ce temps, la Russie et la Chine interviennent, non pas parce qu'elles se soucient de l'islam, mais parce qu'elles y voient une opportunité d'exploiter la faiblesse de la France. Et ils n'ont pas tort. Chaque fois qu'un soldat français est tué au Sahel, chaque fois qu'une armée française est nationalisée au Niger, ce n'est pas seulement un revers militaire, c'est un coup porté à la réputation de la France dans le monde. Mais le véritable danger ne réside pas seulement en Afrique. C'est à la maison. Parce que lorsque les musulmans français, en particulier les jeunes hommes, voient leur gouvernement soutenir les guerres contre les pays musulmans, lorsqu'ils voient leurs mosquées attaquées sous couvert des antiterrorisme, lorsqu'ils voient leurs frères et sœurs de Gaza se faire bombarder avec des armes de fabrication française, certains d'entre eux commencent à se radicaliser. Et la radicalisation n'est pas seulement un problème de sécurité. C'est une opportunité de recrutement, tant pour les groupes djihadistes que pour les services de renseignement étrangers. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2015, après les attentats de Charlie Hebdo,
les renseignements français estimaient qu'environ 1500 citoyens français s'étaient rendus en Syrie et en Irak pour rejoindre l'État islamique. Il ne s'agit pas seulement d'un échec des forces de l'ordre. C'est un échec géopolitique. Parce que ces combattants n'ont pas simplement disparu dans le désert. Certains d'entre eux sont revenus. Certains d'entre eux ont été tués. Mais beaucoup d'entre eux ont été capturés par les forces kurdes, interrogés par les services de renseignement américains, puis c'est là le plus intéressant, recrutés par des agents turcs ou russes. Pourquoi ? Parce qu'un djihadiste français mécontent est une mine d'or d'informations. Il connaît les tactiques militaires françaises. Il sait comment fonctionnent les renseignements français. Il connaît les vulnérabilités de l'État français. Et c'est le scénario cauchemardesque pour Paris. Non seulement les musulmans français pourraient devenir des terroristes, mais ils pourraient aussi devenir des atouts pour des puissances étrangères. Imaginez un Français converti à l'islam, radicalisé par la politique étrangère française, approché par les services secrets russes dans une prison turque. Il est en colère. Il est désillusionné. Il est utile. Et soudain, la France ne mène plus seulement une guerre contre le terrorisme. Il s'agit d'une guerre d'influence dans laquelle l'ennemi ne se limite pas à quelques milliers de djihadistes, il s'agit de l'ensemble de l'appareil d'un État rival. Maintenant, l'establishment français vous dira que tout cela est exagéré. Ils diront que le nombre d'individus radicalisés est faible, que la grande majorité des musulmans français sont des citoyens fidèles, que la véritable menace est l'islamo-gauchisme, dans les universités. Et ils n'ont pas entièrement tort. La plupart des musulmans français ne sont pas radicaux. La plupart d'entre eux veulent simplement vivre leur vie. Le fait est que l'approche actuelle de la France, militariser sa politique étrangère, sécuriser son islam national et ignorer les conséquences géopolitiques, est en train de créer une prophétie autoréalisatrice. Plus il considère l'islam comme une menace, plus il le devient. Permettez-moi de le dire autrement. Au XIXe siècle, la France se considérait comme la mission civilisatrice du monde, apportant le républicanisme laïque aux masses ignorantes d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, elle se considère comme le défenseur des valeurs européennes face à la marée envahissante de l'islam. Mais voilà, plus la France tente d'imposer sa vision de la laïcité, plus elle pousse ses propres citoyens vers la religion même qu'elle craint. Et plus elle le fait, plus elle s'affaiblit sur la scène mondiale. Car en fin de compte, la géopolitique n'est pas seulement une affaire de chars et de traités. Il s'agit des gens. C'est une question de fidélité. Il s'agit de savoir qui définira ce qu'est la France. Et à l'heure actuelle, la France est en train de perdre cette bataille, non pas face à l'EI ou à Al-Qaïda, mais à cause de sa propre incapacité à s'adapter. Le retour de l'islam en France n'est pas un problème à résoudre. C'est une réalité à gérer. Et si la France n'y parvient pas, elle ne perdra pas seulement son âme. Il perdra son pouvoir. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une question culturelle ou religieuse, c'est une bombe politique à retardement. Et l'establishment français, comme à son habitude, répond par un mélange de déni, de répression et de vœux pieux. Ils agissent comme si le problème pouvait être réglé par la loi, comme si l'adoption d'une autre loi contre le séparatisme, ou l'interdiction du hijab dans davantage d'espaces publics pouvait, d'une manière ou d'une autre, inverser la tendance. Mais les lois ne changent pas les cœurs. Ils ne comblent pas le vide laissé par une société qui a systématiquement aliéné une partie importante de sa population. Et en essayant de forcer l'assimilation par la coercition légale, la France ne fait qu'approfondir les divisions mêmes qu'elle prétend vouloir guérir. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Prenez la loi antiséparatisme de 2023, officiellement appelée loi renforçant les principes républicains. Sur le papier, il s'agit de lutter contre l'extrémisme islamiste et de garantir que tous les citoyens adhèrent aux valeurs laïques de la France. En pratique, il s'agit d'un instrument brutal qui cible largement les musulmans, depuis l'interdiction des symboles religieux dans les garderies privées jusqu'à la répression des mosquées accusées des influences étrangères. Le gouvernement vous dira qu'il s'agit de protéger la République. Mais voici le malaise, chaque fois qu'on dit à une femme musulmane qu'elle ne peut pas porter son hijab dans une université, chaque fois qu'une mosquée est fermée sous de fragiles prétextes, chaque fois qu'un jeune Français d'origine maghrébine est arrêté et fouillé pour la 3e fois en une semaine, le message est clair. Vous n'avez pas votre place ici. Votre foi est un problème.
votre identité est une menace. Et que se passe-t-il lorsque les gens sentent qu'ils n'ont pas leur place dans la société dans laquelle ils sont nés? Ils recherchent des alternatives. Certains se replient sur eux-mêmes et se retirent dans des communautés insulaires où ils peuvent pratiquer leur foi sans surveillance constante. D'autres, notamment les jeunes et les désillusionnés, deviennent mûrs pour la radicalisation. Mais le résultat le plus dangereux n'est pas nécessairement le terrorisme, c'est l'érosion lente et silencieuse de la loyauté. Lorsqu'un État traite ses citoyens comme des suspects plutôt que comme des égaux, il ne devrait pas être surpris que ses citoyens cessent de considérer l'État comme le leur. C'est là que les dimensions politiques intérieures deviennent explosives. L'extrême droite française, dirigée par des personnalités comme Marine Le Pen et maintenant Jordan Bardella, a passé des décennies à présenter l'islam comme une menace existentielle pour l'identité française. Leur solution? Plus de sécurisation, plus d'assimilation, plus de répression. Et le centre, représenté par Macron et ses alliés, a largement adopté la même rhétorique, mais avec un langage plus doux. Ils parleront de « valeurs républicaines » et de « laïcité », mais le postulat sous-jacent est que l'islam est incompatible avec la France. La différence est que l'approche de Macron est plus technocratique, moins axée sur le racisme manifeste que sur le contrôle bureaucratique. Mais l'effet est le même. Ce sont toujours les musulmans qui sont le problème à gérer, et non les citoyens à impliquer. Voici que ce n'est pas seulement de la mauvaise politique. C'est stratégiquement désastreux. Car tandis que la France s'emploie à surveiller sa population musulmane, elle ignore le fait que ses propres politiques accélèrent les tendances mêmes qu'elle craint. Prenez l'élection présidentielle de 2022. Le Pen a encore une fois atteint le second tour, avec une campagne qui était essentiellement un référendum sur l'islam en France. Macron a gagné, mais seulement en adoptant une grande partie de sa rhétorique parlant de « l'islamo-gauchisme » dans les universités, réprimant « l'ingérence étrangère » dans les mosquées, et même en faisant revivre la vieille idée de « laïcité positive » de l'ère coloniale, où l'État promeut activement certaines valeurs au détriment d'autres. Le message adressé aux musulmans français était que même les centristes vous considéraient comme un problème. Imaginez maintenant cette dynamique se jouer au cours de la prochaine décennie. L'extrême droite se renforce, le centre continue de dériver vers la droite pour rivaliser, et la gauche ce qu'il en reste divisé entre ceux qui veulent défendre les musulmans et ceux qui les considèrent comme un handicap. Pendant ce temps, la population musulmane, qui représente déjà environ 10% de la France, continue de croître, tant en termes de natalité que de conversion. D'ici 2030, certaines projections suggèrent que les musulmans pourraient représenter 15% de la population. Et si les tendances actuelles se maintiennent, une partie importante d'entre eux seront des jeunes, mécontents et de plus en plus déconnectés de la République. Alors que se passe-t-il alors? L'establishment vous dira que la France s'adaptera, que ses institutions sont suffisamment fortes pour y faire face. Mais soyons réalistes, les institutions françaises sont déjà mises à rude épreuve. La police est débordée, le système éducatif est sous-financé et l'État-providence est vidé de sa substance par l'austérité. Ajoutez à cela une population croissante qui se sent systématiquement exclue, et vous obtenez la recette de l'instabilité. Pas nécessairement sous la forme d'une violence de masse même si cela représente toujours un risque mais sous la forme d'une fragmentation politique. Nous le constatons déjà avec la montée des mouvements identitaires, depuis les Gilets jaunes jusqu'à l'influence croissante des organisations politiques musulmanes. Ce ne sont pas seulement des manifestations. Ce sont les premiers signes d'une société divisée selon des critères religieux et ethniques. Et c'est ici que les dimensions géopolitiques et nationales entrent en collision. Car si la population musulmane de France continue de croître tout en étant traitée comme une cinquième colonne, ce ne sera pas seulement un problème intérieur. Cela deviendra un cauchemar pour la sécurité nationale. Nous avons déjà vu comment des puissances étrangères, la Turquie, le Qatar, l'Arabie saoudite et même la Russie exploitent les griefs au sein des communautés musulmanes pour faire avancer leurs propres programmes. Imaginez un scénario dans lequel une grande ville française avec une importante population musulmane devient une plaque tournante de l'influence étrangère, où les imams locaux sont financés par Ankara ou Riyad, où les jeunes hommes sont radicalisés non seulement par l'idéologie djihadiste mais par la propagande soutenue par l'État. Ce n'est pas un fantasme dystopique. Cela se produit déjà dans des endroits comme Marseille et les banlieues parisiennes. La réponse de l'État français? Plus de surveillance, plus de répression,
plus de lois. Mais la répression seule ne suffira pas. Parce que le problème n'est pas seulement la radicalisation. C'est l'aliénation. Et l'aliénation ne peut être résolue par des descentes de police ou par la fermeture de mosquées. Cela nécessite quelque chose avec lequel la France a lutté pour une véritable inclusion. Cela ne signifie pas abandonner la laïcité ou édulcorer les valeurs républicaines. Cela signifie reconnaître que ces valeurs doivent s'appliquer à tout le monde, et pas seulement à la majorité. Cela signifie traiter les musulmans comme des citoyens et non comme un problème à contenir. Mais voilà, la classe politique française n'est pas faite pour ce genre de réflexion. L'élite française s'est toujours considérée comme la gardienne d'une certaine idée de la France, blanche, laïque et européenne. Cette idée est menacée, non seulement par l'islam, mais aussi par les forces plus larges de la mondialisation, de la migration et du changement culturel. Et plutôt que de s'adapter, l'establishment double la mise sur une vision de la France de plus en plus déconnectée de la réalité. Alors, où cela nous mène-t-il ? À court terme, nous verrons probablement davantage de lois, davantage de répression et davantage de polarisation. L'extrême droite continuera à croître, le centre continuera à se déplacer vers la droite et la gauche continuera à se fracturer. À moyen terme, nous pourrions assister à un réalignement politique majeur, où le clivage traditionnel gauche-droite serait remplacé par un nouveau clivage entre ceux qui voient l'islam comme une menace et ceux qui le voient comme faisant partie de l'avenir de la France. Et à long terme ? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car si la France ne parvient pas à intégrer sa population musulmane, elle ne perdra pas seulement son âme. Il perdra son influence. Une France divisée intérieurement, où une partie importante de la population se sent privée de ses droits, est une France qui ne peut pas projeter sa puissance à l'étranger. C'est une France qui ne peut pas diriger l'Europe, qui ne peut pas contrebalancer la Russie ou la Chine, qui ne peut même pas assurer sa propre sécurité. Et dans un monde où le soft power est tout aussi important que le hard power, c'est la recette du déclin. Le retour de l'islam en France n'est pas qu'un phénomène religieux. C'est un tremblement de terre politique. Et la question n'est pas de savoir si la France peut l'arrêter. La question est de savoir si la France pourra y survivre. Car d'une manière ou d'une autre, l'islam revient en France. Le seul choix qui reste est de savoir comment. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de la France. La manière dont Paris abordera la question musulmane servira de modèle à la manière dont l'Europe gérera ses propres changements démographiques et culturels. L'Allemagne, avec ses 3 millions de musulmans d'origine turque, surveille de près la situation. Il en va de même en Belgique, où Molenbeek est devenu synonyme de radicalisation djihadiste. Même la Suède, autrefois figure emblématique du multiculturalisme, est désormais aux prises avec des sociétés parallèles et une montée du sentiment d'extrême droite. La France est le canari dans la mine de charbon, et le reste du continent le sait. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières. L'Union européenne s'est construite sur l'idée d'une identité partagée, enracinée dans l'héritage chrétien, les valeurs des Lumières et la réconciliation d'après-guerre. Mais cette identité a toujours été plus ambitieuse que réelle. Les pères fondateurs de l'UE pensaient que l'intégration économique conduirait naturellement à une convergence culturelle. Ils avaient tort. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est l'effondrement de cette hypothèse, et l'islam est le fil qui la sépare. Non pas parce que l'islam est intrinsèquement incompatible avec l'Europe, mais parce que l'Europe n'a jamais vraiment pris en compte ce que signifie être une civilisation pluraliste. Voilà pourquoi l'establishment français continue de penser qu'il peut externaliser son problème musulman. Il regarde des pays comme le Maroc ou l'Algérie et se demande si seulement nous pouvions les amener à contrôler leur diaspora. Il finance des mosquées par l'intermédiaire de gouvernements étrangers, comme si cela rendait l'islam plus acceptable. Il signe des accords avec la monarchie marocaine pour former des imams, comme si quelques centaines de religieux agréés par l'État pouvaient effacer des décennies d'aliénation. Mais c'est un fantasme. Vous ne pouvez pas importer une autorité religieuse de l'étranger et espérer qu'elle fonctionne dans une république laïque. C'est comme essayer de greffer un organe étranger sans immunosuppresseur, le corps finit par le rejeter. Prenons le cas de la Grande Mosquée de Paris. Pendant des décennies, il a été un symbole de la coopération franco-algérienne, financée par l'État algérien et animé par des imams envoyés d'Alger. Mais en 2020,
lorsque Macron a annoncé son projet de « récupérer » l'islam de l'influence étrangère, les dirigeants de la mosquée ont fait marche arrière. Ils n'avaient pas tort, le plan de Macron était moins une question d'intégration que de contrôle. Mais le fait est que même les institutions musulmanes les plus établies en France sont prises entre deux mondes. Ils ne peuvent pas pleinement représenter les musulmans français parce qu'ils sont toujours liés à des clients étrangers, et ils ne peuvent pas se libérer complètement parce que l'État français ne les y autorise pas. C'est là qu'intervient la grande stratégie. Si la France veut survivre au retour de l'islam, elle doit d'abord faire trois choses: accepter que l'islam fait désormais partie intégrante de la société française, deuxièmement, créer des institutions qui permettent aux musulmans de pratiquer leur foi sans ingérence de l'État, et troisièmement, redéfinir ce que signifie être français d'une manière qui inclut, plutôt qu'exclut, ses citoyens musulmans. La première étape est la plus difficile. L'élite française s'accroche encore à l'idée que l'islam est un phénomène temporaire, une relique de la migration postcoloniale qui disparaîtra avec l'assimilation. Mais les chiffres ne mentent pas. En 2023, une étude de Pew Research estimait que les musulmans représentent près de 10% de la population française et que ce nombre devrait atteindre 18% d'ici 2050. Il ne s'agit pas uniquement d'immigrés, ce sont des citoyens français, nés et élevés dans la République. Vous ne pouvez pas souhaiter qu'ils disparaissent, et vous ne pouvez pas les forcer à disparaître dans une monoculture laïque mythique. La deuxième étape concerne le pouvoir institutionnel. À l'heure actuelle, les musulmans français n'ont pas de véritable représentation. Le Conseil français du culte musulman, organisme censé faire le lien entre l'État et les communautés musulmanes, est une plaisanterie. Il est dominé par des fédérations soutenues par l'étranger, déchiré par des luttes intestines et considéré comme une marionnette du ministère de l'Intérieur. Ce dont la France a besoin, c'est d'un leadership musulman véritablement indépendant, capable de négocier avec l'État sur un pied d'égalité, et non comme un suppliant. Cela signifie permettre aux musulmans d'organiser leurs propres institutions, de financer leurs propres mosquées et de former leurs propres imams sans ingérence de l'État. Cela signifie reconnaître que la laïcité ne consiste pas à contrôler la religion, mais à garantir qu'aucune religion ne domine la place publique. La troisième étape consiste à réinventer au maximum l'identité française. Pendant trop longtemps, l'identité nationale française s'est définie en opposition à l'islam. Le voile, la viande halal, les espaces de prière sont considérés comme des menaces pour la République et non comme des expressions de celle-ci. Mais s'ils ne l'étaient pas ? Et si la France pouvait adopter un nouveau type de patriotisme, qui n'exigerait pas que les musulmans effacent leur foi pour être français ? Il ne s'agit pas d'abandonner la laïcité. Il s'agit de reconnaître que la laïcité n'est pas une doctrine figée, c'est un principe vivant qui doit s'adapter aux nouvelles réalités. Maintenant, je sais ce que diront les sceptiques. C'est la reddition. C'est une capitulation face à l'islamisme. Mais c'est la même campagne de peur qui a été utilisée pour justifier chaque répression contre les musulmans depuis le 11 septembre. L'alternative n'est pas un paradis laïque et utopique où les musulmans disparaîtraient comme par magie dans le courant dominant. L'alternative est celle à laquelle nous assistons à un effondrement civilisationnel lent, où l'extrême droite prend le pouvoir, où les musulmans sont relégués encore plus aux marges et où la France devient un pays plus faible et plus divisé. Soyons clairs sur les enjeux. Si la France ne parvient pas à intégrer ses musulmans, ce ne sera pas seulement une tragédie intérieure. Ce sera un désastre géopolitique. Une France divisée en interne ne peut pas diriger l'Europe. Elle ne peut pas contrebalancer la Russie à l'Est ou la Chine dans l'Indo-Pacifique. Elle ne peut même pas assurer sa propre sécurité, comme l'a montré la vague d'attentats terroristes depuis 2015. Et dans un monde où le soft power est primordial, une France perçue comme intolérante et répressive perdra son influence à l'étranger. Mais il existe une autre voie. Une France qui accueille ses citoyens musulmans pourrait devenir un modèle pour le reste de l'Europe. Cela pourrait montrer qu'islam et démocratie ne sont pas incompatibles. Cela pourrait prouver que la laïcité n'est pas nécessairement synonyme d'exclusion. Et elle pourrait se réaffirmer en tant que leader mondial, non seulement en termes de puissance dure, mais aussi en termes d'autorité morale. La question n'est pas de savoir si l'islam reviendra en France. C'est déjà le cas. La question est de savoir si la France reviendra à elle-même, à un pays suffisamment confiant dans ses valeurs pour laisser place à la différence, plutôt qu'à un pays qui considère la différence comme une menace.
Le choix est entre l'adaptation et le déclin. Et le temps presse.